Ce soir, on se retrouve pour le dernier live sur les contes de Noël. Oui, j'ai vu ça, que ça faisait 12 jours. Je pense malheureusement que il y a peu de chances que tu la revois. Après, garde l'espoir malgré tout. Euh, la maman de Nancy, son chat avait disparu, je pense que c'est 15 jours, si mes souvenirs sont bons. Coucou Carpaccio, comment vas-tu? Et il a réapparu après 15 jours, mais tout maigre et tout. Et sa maman disait qu'elle se demandait s'il n'avait pas été enfermé. Mais en fait, quand Jérôme l'a vu la dernière fois, elle avait l'air d'être malade. Donc après, c'est pas à lui, hein, comme il avait expliqué dans un live, je ne sais plus lequel. Il avait expliqué que c'était un chat qui venait tous les jours chez lui. Donc apparemment, c'était un chat qui avait l'habitude de venir le voir tous les jours. Et là, ça va bien, merci beaucoup. Toi, tu es au boulot, je suppose. Nous sommes samedi, donc Carpaccio travaille. Oui, c'est ça, Caro, c'est ça. Bien souvent, ils vont se cacher. D'ailleurs, vous pouvez observer, hein, le comportement de vos animaux, même chez vous, dans votre maison. Quand ils sont malades, ils se mettent toujours à l'écart. Je suis un livre ouvert pour toi. Disons que je connais tes horaires maintenant. Je sais que quand tu disparais, c'est qu'il y a des clients, tu vois. Ouais. Ben écoute, moi j'ai mes mères, elles toussent, elles éternuent et là pour l'instant on la voit beaucoup moins. Non, j'arrive pas à voir la couleur de ton slip. Carpaccio. Allez, je vais dire bleu à tout hasard. Je vais me fâcher. J'ai pas sorti ma boule de cristal. Il n'en a pas. Le, le pot. Ah, pardon, désolé monsieur. Quel monsieur Choupi. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier volet des contes de Noël jusqu'à l'année prochaine. C'est pardonné. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc voilà. Ah, mais Choupi, depuis le temps que tu les vois ici dans le chat, tu devrais savoir qui est un garçon ou qui est une fille. Elle t'a dit elle. Hein. T'as mis ta jupe ce matin, Carpaccio. Il faisait un peu frisqué, non? Ah là là. Alors, je vais vous donner le lien pour, si vous voulez comment avoir ce livre. Attendez, hein, je descends parce que évidemment, il a fallu que je mette le lien enfin, hein. Je savais que ça allait dériver. C'est pour ça que j'ai rigolé, mais que je n'ai pas lu le commentaire tout haut. Punaise, il était trop court. Ah là là. Ah. Je vous le remettrai en fin de live si jamais vous le voulez. Faites-moi penser de vous le mettre, hein. C'est le lien pour. Allez, remonte la souris.
pour le livre. Oh punaise. Bon, attendez, je remonte tout en haut. Oh là là, je vous jure, pas possible, hein. Allez, un petit peu plus vite. Coucou Mephisto, comment vas-tu? T'arrives après les bêtises dans le chat. Ouf. Alors, c'est un monsieur qui écrit ses histoires. Si je vous ai mis le lien, ben justement, c'est parce que il y a un livre qui s'appelle Les contes de Noël et chroniques hivernales, histoire magique et poétique pour illuminer vos nuits d'hiver. Vous pouvez l'avoir en Kindle édition. Euh, donc, c'est un livre de Patrick Gauthier sur les contes de Noël. Il y a plusieurs livres, si je me trompe, si je me suis pas trompée. Donc si vous voulez checker ça, allez-y, ça ne fait pas de mal et c'est une histoire de conte et je suis remontée tout en bas. Je suis descendue tout en bas. La première histoire s'appelle Le Père Noël, Krampus et l'enfant naïf, une légende de rédemption et d'espoir. La veille de Noël, la magie qui emplissait normalement le ciel semblait s'être éteinte. Les flocons tombaient sans bruit sur des maisons plongées dans un silence inquiétant. Pas de tintement joyeux, pas de traîneau traversant les étoiles. Au cœur des bois gelés, une clairière s'illuminait d'un feu rugissant, autour duquel des silhouettes dansaient, grotesques et triomphantes. Krampus immense et terrifiant, avec ses cornes noires et son fouet enroulé autour de son poignet, trônait sur un siège fait de jouets brisés. À ses côtés, Frau Perchta, le visage voilé d'un drap déchiré, ricanait en buvant dans une coupe fine faite d'un crâne. Grilla, la sorcière des montagnes, suçait un os comme un bâton de sucre. Ils étaient tous là, les vilains de Noël, savourant leur victoire éclatante. Ce Noël sera gravé dans les mémoires, rugit Krampus. Plus de cadeaux, plus de rires d'enfants. Nous avons pris leur magie et enterré leur espoir. Un hurlement de joie s'éleva. Des lutins enchaînés gisaient à leurs pieds, pleurant doucement. Les reines liées par des cordes enchantées étaient enfermées dans une cage d'épines. Au centre de la clairière, une sphère lumineuse, brillante, mais fragile, était suspendue comme un trophée. La magie même de Noël, arrachée au cœur du traîneau du Père Noël. Mais non loin de là, caché dans l'ombre des arbres, un lutin, un renne et un enfant observaient la scène. Tirk, le lutin, essuya une larme de rage. Ses vêtements verts étaient déchirés et son bonnet pendait misérablement. À ses côtés, Blitzen, un vieux renne à la patte bandée, fixait la cage des siens avec détermination. L'enfant naïf, vêtu d'un manteau trop grand pour lui, regardait la scène avec une étrange tranquillité, ses yeux brillants dans l'obscurité. « C'est pire que je craignais, murmura Turk. Ils ont tout détruit, Noël est fini. Pas encore, répondit l'enfant naïf d'une voix douce mais ferme. Noël n'est jamais fini tant qu'il reste quelqu'un pour y croire. Blitzen hocha la tête. Il faut un plan. Nous devons libérer la magie de Noël et les reines. Sans eux, le Père Noël est impuissant. Coucou Stella. Dirk soupira. C'est impossible. Ils sont trop nombreux. Et regardez cette sphère. Elle est gardée par Krampus lui-même.
L'enfant naïf posa une main légère sur l'épaule du lutin. Ils sont forts parce qu'ils pensent avoir gagné, mais leur confiance sera leur perte. Nous pouvons les surprendre. Alors que les méchants continuaient leur fête, le trio commença à échafauder un plan. L'enfant, avec sa sagesse intuitive, proposa une approche simple mais audacieuse. Nous devons les diviser, dit-il. Leur fête est leur faiblesse. Si nous semons la discorde, ils ne verront rien venir. Turk, malgré son scepticisme, retrouva un peu de courage. Je peux créer une distraction. Ils ne peuvent pas résister à une bonne querelle. Pendant ce temps, Blitzen, tu t'occupes de libérer les rennes. Et toi demanda le renne, les yeux plissés d'inquiétude. L'enfant sourit doucement. Moi, je m'occuperai de Krampus. Blitzen émit un relâchement nerveux. Tu es fou. Il te dévorera vivant. Peut-être, répondit l'enfant en haussant les épaules, mais les plus grands méchants tombent toujours parce qu'ils sous-estiment les plus petits d'entre nous. Avec ces mots, le trio se sépara, chacun porté par une détermination silencieuse. Dans cette nuit froide et sombre, une étincelle d'espoir venait de naître. La fête des vilains battait son plein, le riche s'élevant dans la clairière dans un écho macabre. Krampus, trop confiant, avait relâché sa vigilance, savourant son triomphe. Pendant ce temps, dans l'ombre, le plan audacieux de l'enfant naïf, de Tirk le lutin et de Blitzen le renne se mettait en marche. Turk rampa discrètement jusqu'à une pile de jouets volés près du feu. Utilisant sa petite taille et son agilité, il glissa un sifflet cassé dans sa poche, dans la poche de Fro Perchta. Il fit de même avec une cloche de Noël dans le manteau de Grilla. Puis, se postant derrière un tronc d'arbre, il hurla d'une voix faussement paniquée. « Hé, qui a volé mon jouet préféré ?» J'ai pas mis 23h23 parce que bien souvent on n'est plus en live à cette heure-là. Mais si tu veux, je le rajouterai. Une cloche. Pas une cloche, une cloche. Attendez, hein, où est-ce que j'en ai été là. Fro fouilla ses poches et trouva le sifflet. Grilla sortit la cloche. Les deux se regardèrent, les yeux plissés de suspicion. « C'est toi ?» accusa Fro. « Moi ? Pourquoi aurais-je besoin de ton sifflet stupide ?» répliqua Grilla. Krampus, dérangé dans sa tranquillité, grogna. « Taisez-vous !» Mais le feu de la discorde avait déjà été allumé. Bientôt, les vilains se crieraient dessus, chacun accusant l'autre d'avoir subtilisé des trophées de leur victoire. Turk en profita pour filer dans l'ombre, le cœur battant à tout rompre. J'avais pas compris. C'est l'accent belge, j'ai dit une fois. Pendant ce temps, Blitzen boitait silencieusement vers la cage d'épines où ses camarades étaient enfermés. Il utilisa ses sabots pour écarter doucement les branches. Les autres rennes, affamées et affaiblies, le regardèrent avec des yeux implorants. « Pas de bruit, murmura-t-il en tirant sur les liens. Bienvenue à toi, W9ZZ7S. Non, ce n'était pas
Je n'étais pas ta cantinière en maternelle, désolée. Mais l'épine enchantée était résistante. Blitzen grogna, tirant de toutes ses forces jusqu'à ce que l'enfant naïf apparaisse à ses côtés. Ryan, c'est samedi, à mon avis, il doit être sorti, Shadow. Salut Carcos, bienvenue à toi sur le live. Avec un calme étrange, il place... attendez, parce que j'ai loupé une ligne du coup. Laissez-moi essayer, dit l'enfant. Avec un calme étrange, il plaça ses petites mains sur les branches. Fermant les yeux, il murmura des mots simples mais pleins de foi. La force de Noël n'est pas dans les chênes mais dans le cœur. Les branches se désagrégèrent comme de la poussière sous les doigts. Les rênes étaient libres. Allez, hop. Il y a eu un nettoyage. J'ai pas vu ce qui s'est dit, mais il y a eu un nettoyage. Alors que le chaos grandissait parmi les vilains, l'enfant naïf marcha doucement vers Krampus, qui se tenait maintenant debout, son fouet crépitant dans l'air. Le maître des vilains avait remarqué que quelque chose clochait. « Toi, rugit-il en apercevant l'enfant, que fais-tu ici ?» L'enfant s'arrêta, le regard fixe. « Je viens te rappeler ce que tu as oublié, Krampus. » Krampus éclata de rire. « Moi, oublié, je suis le cauchemar des enfants, le destructeur de Noël. Que pourrais-je oublier ?» L'enfant sourit légèrement. « Tu as oublié pourquoi Noël existe. Ce n'est pas pour les gâteaux, les cadeaux, ni pour la magie, mais pour ce qui lie les cœurs. Même toi, tu ne peux pas briser ça. » Krampus s'arrêta, déstabilisé, ses yeux rouges vacillèrent. Profitant de cet instant d'hésitation, Turk et Blitzen surgirent derrière lui. Turk lança une poudre scintillante sur le fouet qui le transforma en guirlande dorée. Blitzen chargea, projetant Krampus au sol. L'enfant naïf s'approcha de la sphère suspendue contenant la magie de Noël. Il posa une main dessus et murmura « Reviens à celui qui en est digne. » La lumière s'intensifia, éblouissant la clairière. Les vilains, pris de panique, s'enfuirent en hurlant. La nuit se dissipa pour révéler le Père Noël, debout et majestueux, ses forces restaurées. « Merci, mes amis, dit-il, sa voix résonnant comme une cloche joyeuse. Grâce à vous, Noël est sauvé. » Le Père Noël, les rennes et le traîneau réparés par la magie retrouvée s'envolèrent dans le ciel obscur. Tirk, Blitzen et l'enfant naïf les regardèrent partir, un sourire satisfait sur leur visage. « Je savais que tu réussirais, dit Tirk à l'enfant. « Ce n'est pas moi, répondit-il. C'est la foi, l'amour et un peu de magie. » Et ainsi cette nuit, qui a failli être la fin de Noël, devint une histoire que l'on raconta chaque année pour rappeler que même dans les moments les plus sombres, une lumière suffit à rallumer, une étincelle suffit à rallumer la lumière. De toute façon, celui qui a été banni voit plus ton com, hein, normalement. Bon, attendez, je bois un coup et on va entamer le dernier volet de cette histoire.
Mais c'est ça, Stella. Oui, elle a sorti son fouet. Elle a joué à Krampus. Alors que la lumière du Père Noël illuminait la clairière enneigée, les méchants qui fouillaient dans toutes les directions furent soudain arrêtés. Une chaleur étrange, douce et apaisante se répandait autour d'eux. Ce n'était pas la magie destructrice, mais une force bienveillante qui enveloppait même les cœurs les plus sombres. Krampus, qui était tombé sur un genou, leva la tête pour voir le Père Noël approcher. Loin d'exhiber de la colère, son regard était rempli de compassion. Krampus, dit-il, d'une voix profonde et résonnante, depuis des siècles, tu n'as vu Noël que comme une faiblesse, mais ce n'est pas trop tard pour toi, ni pour les autres. Fro et Grilla, figés, semblaient également sous l'emprise de cette lumière. Les vilains se regardèrent, hésitants. L'enfant s'approcha de Krampus, son regard calme et confiant rencontra celui du monstre. Vous avez toujours voulu enseigner aux enfants la peur et la punition, dit l'enfant, mais si vous essayez autre chose. Krampus grogna. Et quoi, les gâter avec des bonbons et des jouets inutiles? Non. Leur montrer qu'ils peuvent changer. Les enfants que vous punissez ont beaucoup d'espoir, pas de terreur. Vous êtes fort, Krampus, mais la force ne se mesure pas à la peur que l'on inspire, elle se mesure au courage que l'on transmet. C'est une autre version. Le Père Noël, touché par les paroles de l'enfant, s'adressa aux méchants. Vous avez toujours été les gardiens de l'ordre, même si vos méthodes étaient dures. Mais cette nuit, je vous propose une nouvelle mission. Aidez-moi à reconstruire ce que vous avez détruit. Enseignez non pas la crainte, mais par l'exemple. Krampus se releva lentement. Il jeta un regard autour de lui. Fro, confuse mais intriguée, Grilla, qui frottait ses mains comme si elle hésitait, les autres vilains, pris entre leur nature et une curiosité nouvelle. Finalement, Krampus hocha la tête. Très bien, Père Noël. Mais si cela échoue, sache que je reviendrai. Le Père Noël sourit doucement. Je n'en doute pas, mais je crois en toi, Krampus. Avec l'aide des vilains, la magie de Noël se déploya dans le ciel comme un feu d'artifice. Les reines, enfin libres, furent attelées au traîneau, et Tirk guida les vilains dans la préparation des jouets et emballage des cadeaux. Fro, avec ses doigts habiles, conçut des chaussettes magiques. Grilla, contre toute attente, prépara des biscuits qui sentaient divinement bon. Quant à Krampus, il monta dans le traîneau aux côtés du Père Noël. « Juste pour m'assurer que tu ne fais pas du tout de travers, grogna-t-il. Les enfants du monde entier se réveillèrent au matin pour découvrir des cadeaux, mais aussi de petites surprises inattendues, une lettre manuscrite, une étoile faite de bois ou une friandise particulière. Des détails simples mais touchants, venant directement des anciens vilains, symbole de leur volonté d'apporter un changement. Au cours de la grande tournée, Krampus et les autres vilains s'assirent autour d'un feu crépitant, non plus pour festoyer de leur victoire, mais pour savourer leur rédemption. L'enfant, assis parmi eux, leur raconta des histoires sur l'espoir et la bonté, des récits qui firent briller les yeux fatigués. Le Père Noël se tourna vers l'enfant et dit « Grâce à toi, Noël a changé, tout comme eux. Que dirais-tu de rester avec nous ?» L'enfant hocha la tête. « Noël n'est pas un endroit, c'est ce que nous portons dans notre cœur. » Et ainsi, la nuit la plus sombre devint la plus lumineuse
prouvant que même les cœurs les plus endurcis peuvent retrouver leur chemin vers la lumière. Après, il y en a encore, il y a encore une suite, hein. Il y a une suite, c'est une épilogue. C'est normal que c'est pas une version comme vous avez l'habitude de la lire, puisque c'est quelqu'un qui écrit des histoires. C'est pour ça que je vous ai donné le livre, si vous voulez vous le procurer. C'est quelqu'un qui écrit des histoires justement et qui utilise un contenu de base sur une histoire et puis qui crée une autre histoire sur des personnages déjà existants. C'est pour ça que les histoires sont totalement différentes de celles que vous connaissez. Donc l'épilogue dit une légende pour Noël. Des années avaient passé depuis cette fameuse nuit où les méchants de Noël avaient trouvé la rédemption. La légende de cette nuit était devenue une histoire chuchotée au coin du feu, racontée par les parents à leurs enfants, souvent avec un sourire complice. Au pôle Nord, le village de Noël était plus vivant que jamais. L'atelier bourdonnait d'activité, mais pas uniquement grâce au lutin. Frau Perchta, désormais renommée pour ses talents de couturière, confectionnait des habits d'hiver pour les enfants les plus pauvres. Gria, qui avait abandonné son amour pour les méfaits, créait des recettes de biscuits qui réchauffaient même les cœurs les plus glacés. Quant à Krampus, il travaillait aux côtés du Père Noël, non plus pour punir les enfants désobéissants, mais pour leur offrir une seconde chance. Il se chargeait des lettres les plus tristes, envoyant des messages d'encouragement et des cadeaux personnalisés qui rendaient l'espoir à ceux qui pouvaient l'avoir perdu. Dans une petite maison de campagne, un enfant aux cheveux ébouriffés écoutait attentivement son grand-père. Le vieil homme, avec un sourire mystérieux, raconta l'histoire de la nuit où la magie de Noël avait failli disparaître. Mais ce qui a tout changé, dit le grand-père, ce n'est pas la force du Père Noël, ni même le courage du lutin ou des reines. C'est un simple enfant, un enfant naïf, qu'il croyait que même les méchants pouvaient devenir bons. Et grâce à lui, Krampus et ses amis ont vu la lumière. Et cet enfant, grand-père, qui est-ce demanda-t-il. Le vieil homme lui ébouriffa les cheveux avec un clin d'œil. Peut-être que c'était moi, peut-être que c'était toi. Après tout, tout le monde peut être un enfant naïf tant qu'il croit au pouvoir de l'amour et du pardon. Cette nuit-là, comme toutes les nuits de Noël, depuis ce fameux événement, 3 étoiles brillent dans le ciel. On disait que l'une représentait le Père Noël, l'autre Krampus et la troisième l'enfant. Leur lumière guidait toujours le traîneau à travers le monde, rappelant à tous que même dans les ténèbres, une étincelle suffit pour rallumer la flamme. Et ainsi, chaque Noël, cette histoire continuait d'être racontée, gravée dans les cœurs de ceux qui savaient que la magie de Noël, ce n'était pas seulement des cadeaux ou des lumières, mais la foi en la bonté cachée en chacun. Voilà. Ça, c'était l'histoire complète. Elle était en plusieurs volets. Mais moi, je voulais quasiment raconter complète. Donc, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième volet et l'épilogue à la fin. J'ai trouvé très intéressant cette histoire. Je la trouvais vraiment bien. Et
et je voulais vous la lire pour le dernier live de Noël, parce que c'est une façon différente euh, de raconter l'histoire de Krampus. Et c'est montrer qu'une personne qui peut être aigrie, méchante, qui veut absolument le mal de tout à chacun, peut aussi changer et devenir quelqu'un de bien, et qu'il il faut jamais lâcher, hein. Oui, ayez foi en l'amour, c'est important. À partir du moment où on n'y croit plus, ben, on ne le vit plus. Si vous ne croyez plus en l'amour, eh bien, vous ne le vivrez plus, malheureusement. C'est ça le problème. Alors quand je dis amour, c'est pas l'amour entre un homme et une femme, hein. C'est l'amour pour chacun des êtres vivants qu'il y a sur cette terre. Comme on dit, l'amour inconditionnel. Et ça, c'est... Il faudrait revenir à ces valeurs. Après, je sais que souvent, quand on est gentil, quand on donne de l'amour, on reçoit aussi de la négativité, hein. Bien sûr, l'amour de soi avant les autres, forcément. Si tu ne t'aimes pas, tu peux pas aimer les autres convenablement. Bon, attendez, j'arrive, je vais éteindre le chauffage. Voilà. Vous l'avez trouvé comment, cette histoire, différente des autres? Et oui, et c'est Véro qui avait eu l'idée de cette petite, ce petit point d'exclamation love. Euh, Caro, j'ai mis les nouvelles commandes que tu m'as demandées. Si vous avez des commandes à me demander, n'hésitez pas de me le dire en MP ou dans le salon modération. Parce que quand on le dit dans le chat, moi j'oublie après. Je vous dis oui, ok, dites-le moi dans la modération, mais après, même dans la commu, hein, si vous voulez avoir des commandes que vous voudriez utiliser. Alors, pas encore des commandes son, parce que j'ai toujours pas trouvé comment mettre une commande son. Il faut que je demande à quelqu'un qui l'a déjà fait. Et je me demande si le bot ne doit pas être... parce que moi, j'ai le bot gratuit. Et je me demande si je ne dois pas le prendre payant pour que ça fonctionne. Parce que j'ai essayé de toutes les manières possibles et inimaginables, comme ça a été expliqué, et ça fonctionne pas. Ouais, c'est ce que je vais faire, celle-là. Soit à Simia, soit à Papa Seboué, ils ont l'habitude, ils les ont tous les deux, donc j'ai demandé soit à l'un, soit à l'autre, et puis voilà. Merci Choupi. Après, c'est pas moi qui l'ai écrite, hein. Moi j'ai fait que vous la lire, hein. Mon chéri m'a offert un tapis de souris et mon chat est plus souvent couché dessus qu'autre chose. J'ai eu un bug dans le chat. J'avais un commentaire de Caro qu'elle avait mis tout à l'heure, qui était passé en bas et puis qui est remonté. C'était bizarre. Oui, écoute, le train-train habituel, là, j'ai Chachou, il est couché près de moi sur le bureau.
Jim est je ne sais pas où. Jim, il est là. Il est sur le matelas en mousse repliable et Hardy, il est sur l'autre fauteuil de bureau. Et les autres, ça va. On est en train d'essayer d'apprivoiser la petite Yuki. Elle a fait d'énormes progrès. Après les autres, c'est plus compliqué. Donc, au fur et à mesure, hein, petit par petit, comme on dit, on y arrivera, hein. On y arrivera. Je suis n'empêche très contente qu'il n'y ait plus de chat à l'extérieur. Tout à l'heure, je parlais à ma copine d'enfance au téléphone, on parlait de mon papa. Je lui ai cuisiné, la cuillère en bois à côté de moi a bougé. Ben voilà, il faut y croire. Il faut pas te poser de questions, il faut y croire. Oui, je me rappelle, tu sais qu'on t'a mis des noms dans le Discord, je sais pas si tu l'as vu. Je t'en ai mis, Caro t'en a mis, et elle m'a mis un lien pour toi aller voir si tu trouves pas de nom. Petit à petit, le chat fait son nid douillet. Oui, c'est ça. Faut remonter hein, dans la conversation. Hein. Tu vas voir, moi, je t'ai répondu quasiment en dessous et je t'ai mis des noms. Et plus tard, plus bas, Caro, ton amie, et elle t'a mis un lien. Elle t'a mis un lien et d'abord, elle t'a mis des noms. Et puis, elle t'a mis un lien pour aller voir des noms de chats pour avoir des idées. Mais là, on n'a pas réussi à l'attraper. Pour l'attraper, il faut utiliser une cage à chat. Tu mets de la nourriture dedans, il rentre dedans et la cage se referme toute seule. C'est avec un battant que tu poses au fond de la cage et donc tu dois mettre de la nourriture au fond. Et tu as une porte qui se remonte et un cliquetis sur le côté. Tu remontes la plaque et le cliquetis vient se poser sur la planche pour pas qu'elle descende. Et puis quand il rentre et qu'il va au fond et qu'il appuie sur la plaque du fond pour manger, la cage se ferme. C'est la meilleure façon d'attraper un chat sans le blesser. Après, si le bord est un peu coupant, il suffit de faire comme moi. Moi, j'avais rajouté un carton et mettre mettre du scotch. Tu lui mets du thon, il viendra. Oui, il viendra. Mais une fois que tu veux l'attraper, il va foutre le camp. Oui, moi, je l'avais trouvé sur Amazon. Après, j'en ai une autre où il rentrait manger régulièrement avec une porte et on avait mis une corde parce qu'il y en a, ils ne voulaient pas rentrer dans la cage là. Mais là, comme c'est un jeune, ça va fonctionner. Mais pour les deux plus vieilles, ça fonctionnait pas. Donc, on a utilisé une cage et on a fermé avec une corde. Ils sont trois, ils vont avoir 6 mois. L'idéal, ce serait de les attraper tous les trois et puis de trouver des foyers pour les deux autres. Hein. Ah, ça marche du tonnerre, ça. Et en plus, les petits, nous, on l'avait déjà utilisé pour Olympe et pour Petit Ange, ça avait super bien fonctionné. Oui, oui, mais ça, le thon en boîte, ça les rend fous. Hein. Attention que c'est pas trop bon. Hein. Oui, voilà. Eh ben, toi, tu t'en parles autour de toi et puis tu essaies de les attraper. Parce que dis-toi que si dans les petits là, que tu dis à 6 mois, qui ont 6 mois, si par malheur il y a une femelle et qu'elle prend le pli de rester près de chez toi et qu'elle se fait prendre par un mâle, l'année prochaine, tu vas avoir encore des petits, l'année qui suit encore plus de petits et ainsi de suite. Bah, même ta meilleure amie, elle va avoir ça. Hein. Faut une cage comme ça. L'idéal, c'est ça qu'il faut faire. Ah, je me doute.
Je comprends, hein, je comprends tout à fait, hein. Nous, on avait un gros chat noir et blanc qui venait manger. C'était un gros pépère et on avait l'habitude qu'il venait tous les jours, tous les jours. Et un jour, on l'a plus jamais vu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne l'a pas vu sur la rue, donc on ne pense pas qu'il s'est fait écraser. Après, il y a eu les épidémies, les fameuses épidémies de typhus et de coryzaï, et on s'est demandé si il n'avait pas attrapé la maladie et s'il n'était pas décédé dehors parce qu'on ne l'a plus vu. Et quand tu cries après elle, ne vient pas. Et il n'y a personne dans ton voisinage qui l'aurait vu ou... C'était une noir et blanc, hein, c'est ça, hein. C'est une comme Olympe. Perso, moi, mes chats, ils iront plus jamais dehors, hein. Ouais, c'est possible. Ouais, voilà. Mm. Moi aussi, hein, je connais une fille, elle cherchait partout après son chat. C'était un noir et blanc, elle a travaillé longtemps à la caisse ici au Carrefour. Et moi, c'est juste au moment justement où il y avait le chat noir et blanc qui est arrivé ici, le gros. Et donc, je l'avais appelé pour qu'elle vienne voir si c'était le sien ou pas. De fait, c'était pas le sien. Et je pense que c'est 4 mois après, ils l'ont retrouvé et maintenant, ils le laissent plus sortir. Quand ils le sortent à la laisse. Ouais, c'est bizarre. 4 mois après, ils l'ont retrouvé 3 villages plus loin, ils l'ont trouvé sur Ornu, tout près de la place d'Ornu. C'était une dame qui l'a ramassé. Et je pense que c'est ça, parce que j'ai vu les parents à la friterie, ils m'avaient expliqué. Elle a vu l'annonce et du coup, elle a su les contacter et ils ont pu aller récupérer leur chat. Vous savez, les animaux, ils peuvent rentrer dans un camion ouvert, des trucs du genre, hein. Bien sûr. Oui, c'est bizarre, Caro. Alors, ouais, les chats, c'est étrange. C'est par vague, comme tu dis. Ici, nous, on n'en a plus et on est bien content. Et, euh, et je mets plus rien, au moins, voilà. Il n'y a plus que le chat de Nancy qui vient, enfin de la maman de Nancy qui vient de temps en temps. Mais lui, il a un foyer, donc il n'y a pas de souci. Alors, l'histoire suivante s'appelle Les Trois Lumières de Noël. Je sais, j'ai déjà pensé, Caro, c'est vraiment bizarre. C'était un hiver glacial dans une petite maison à l'orée d'une forêt. Les volets grinçaient sous le vent, mais à l'intérieur, une chaleur persistait, celle de l'amour d'une mère pour ses enfants. Pendant cette année, quelque chose avait changé. Leur mère, Louise, avait passé ses journées au lit, un foulard couvrant sa tête, ses joues pâles éclairées par un sourire fragile. Ses 3 enfants, Clara, 12 ans, Julien, 8 ans et Émilie, 5 ans, comprenaient que leur mère était malade. Les mots flottaient parfois dans l'air, mais il était trop lourd pour être réellement saisi. Ce qu'il savait, c'était qu'elle n'avait plus beaucoup de force et que Noël risquait d'être le dernier qu'ils partageraient ensemble. Un soir, alors que Louise dormait, Clara prit les choses en main. On va lui préparer le plus beau Noël de sa vie, dit-elle à ses frères et sœurs. Julien hocha la tête avec détermination. Même Émilie, qui ne comprenait pas du tout, se mit à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire. Ils décidèrent donc d'un plan. Clara s'occuperait de trouver un sapin et de le décorer. Julien fabriquerait des cadeaux avec ce qu'il trouverait
à la maison. Et Émilie, quant à elle, ferait un dessin pour leur mère le plus beau qu'elle ait jamais fait. Clara, malgré la neige qui lui mordait les joues, alla couper un beau sapin dans la forêt. Elle le traîna jusqu'à la maison et trouva de vieilles décorations dans une boîte poussiéreuse. Elle les nettoya une à une, les accrocha avec soin. Julien passa des heures dans le grenier à bricoler. Avec des petits bouts de tissu et des morceaux de bois, il fabriqua une étoile et un bracelet pour leur mère. Émilie, assise à la table de la cuisine, dessinait des cœurs et des étoiles avec ses crayons. C'est maman qui brille dans le ciel, dit-elle en montrant son œuvre. Le matin de Noël, Louise se réveilla au son d'un chant maladroit mais sincère. Ses 3 enfants se tenaient autour de son lit, les mains pleines de petits trésors. L'étoile de Julien, le dessin d'Émilie et une guirlande faite de branches que Clara avait tressées. Ils l'aidèrent à se lever et la conduisirent jusqu'au salon. Le petit sapin brillait faiblement sous la lumière vacillante d'une bougie. La pièce était simple, mais les enfants avaient mis tout leur amour dans chaque détail. Louise, les larmes aux yeux, les serra contre elle. « C'est le plus beau Noël que j'ai jamais vu, murmura-t-elle. Cette nuit-là, après avoir veillé autour du sapin, Louise s'endormit, mais s'endormit pour la dernière fois. Le lendemain, les enfants trouvèrent son visage apaisé, éclairé par la lumière douce du matin. Clara, Julien et Émilie, malgré leur douleur, comprirent que leur mère leur avait laissé un cadeau précieux, l'amour qu'ils avaient partagé. Chaque Noël suivant, ils allumèrent 3 bougies, les 3 lumières pour se rappeler ce dernier Noël où ils avaient donné tout ce qu'ils avaient pour illuminer les derniers jours de leur mère. Et dans cette maison, à l'orée de la forêt, l'amour continua de briller plus fort que le froid de Noël. Et pourtant, ce sont des histoires qui existent vraiment, Choupi. Ça existe dans des foyers, des personnes qui sont malades et qui ont besoin de ça, justement, le soir de Noël. Exactement. Bon, ça va, Jim, tu te remets? C'est lui que vous avez entendu éternuer. 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 L'histoire suivante, c'est le sauna des miracles. C'était une nuit glaciale de décembre, la veille de Noël. Alex et Marie, un jeune couple, roulaient sur une route déserte. Marie, Nico, Marie, enceinte de 7 mois, avait le visage crispé par la fatigue et une douleur qu'elle tentait de dissiper. Ils fouillaient. Derrière eux, un groupe de bandits armés, à la recherche d'Alex, qui avait osé dénoncer leurs méfaits. La neige tombait à gros flocons, rendant leur progression difficile. Finalement, ils atteignirent un petit village éclairé par des guirlandes lumineuses et des étoiles suspendues aux lampadaires. Mais l'ambiance festive cachait une cruelle vérité. Il n'y avait aucune place pour eux. Chaque auberge, chaque motel était complet. À bout de force, ils frappèrent à la porte d'un petit motel tenu par un homme au regard fatigué mais bienveillant. « Écoutez, j'aimerais vous aider, dit-il, mais il n'y a vraiment plus de place ici. Par contre, j'ai un vieux sauna à l'arrière avec des cabines. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud et isolé. » Alex et Marie acceptèrent avec reconnaissance. Ils traversèrent la neige jusqu'au sauna, où une chaleur réconfortante les enveloppa. Les cabines bien étroites étaient parfaites pour se cacher et se reposer. Pendant qu'ils s'installaient, une tragédie se préparait. Les bandits, ayant suivi leurs traces, arrivèrent au village
Et en apprenant que le couple avait cherché refuge au motel, ils y mirent le feu à l'établissement sans pitié. Les flammes dévorèrent le bâtiment, emportant avec elles les occupants et leurs bienfaiteurs. De leur cachette, Alex et Marie virent l'incendie illuminer la nuit. Marie éclata en sanglots. « Ils savent qu'on est ici, murmura-t-elle. Mais Alex laissera contre lui. Non, ils pensent qu'on était dans le motel. On est en sécurité, pour l'instant. » C'était là. Cette nuit-là, Marie sentit une douleur intense. Le bébé arrivait trop tôt. Alex, paniqué, fit de son mieux pour l'assister. Avec les moyens du bord et une force qu'il ne soupçonnait pas, Marie donna naissance à un petit garçon. Malgré sa prématurité, le bébé semblait en bonne santé, ses cris résonnant comme un miracle dans le silence hivernal. Ils l'enveloppèrent dans des serviettes chauffées par le sauna. « On va l'appeler Noël, dit Marie, en souriant faiblement. Le lendemain matin, alors que la neige recouvrait les cendres du motel, des animaux commencèrent à approcher du sauna. Un renard roux déposa une couverture tissée de fourrure. Un hibou blanc, perché sur une branche, semblait les surveiller, veillant à leur sécurité. Une paire de lièvres apportèrent des carottes et des baies séchées. Mais même un vieux chien errant s'installa devant la porte comme un gardien silencieux. Plus tard dans la journée, 4 villageois mystérieux que personne ne semblait connaître s'approchèrent discrètement du sauna. Ils laissèrent des cadeaux devant la porte avant de repartir sans un mot. Un traîneau en bois, parfait pour voyager à travers la neige, des vêtements d'hiver chauds et robustes, un sac de provisions rempli de pain, de viande et d'eau, une carte ancienne indiquant un chemin sûr pour quitter le village. Alex et Marie comprirent que ces dons étaient leur seule chance de survie. Cette nuit-là, ils placèrent le bébé emmailloté sur le traîneau et se mirent en route, tirés par leur courage et guidés par la lumière des étoiles. Les animaux les accompagnaient en silence, veillant à ce que aucun danger ne les approche. Ils quittèrent donc le village sans être vus, laissant derrière eux la chaleur du sauna et le souvenir d'un Noël où la vie avait triomphé du désespoir. Des années plus tard, une légende naquit dans ce village. On racontait qu'un couple en fuite avait trouvé refuge dans un vieux sauna où un enfant était né sous la protection d'animaux et de sages bienveillants. Cet enfant, disait-on, portait l'esprit de Noël, un rappel que même dans les pires moments, la lumière de l'amour et de la solidarité pouvait briller plus fort que les ténèbres. Oui, elle est très jolie aussi, celle-là. Je trouve aussi. Bon, attendez, parce que maintenant, il y a Jim qui veut sortir. J'arrive. Allez, viens. Allez, Zou. Allez. Eh, mais il faut toujours un truc un peu plus triste dans les histoires pour montrer le côté positif de l'histoire. L'histoire suivante se passe au Québec. Ça s'appelle le Noël de l'étoile d'érable. Choupi. Dans un Québec enneigé, percé par le vent froid de décembre, un petit village nommé Liberté se préparait pour Noël.
Mais cette année, l'ambiance n'était pas la même. Les guirlandes semblaient ternes, les chants un peu moins joyeux, et les habitants étaient préoccupés. Liberté portait bien son nom, mais ce nom résonnait désormais comme un rêve inaccessible. Chaque année, une étoile magnifique brillait au sommet de la montagne des Patriotes, visible de tout le village. Elle guidait les voyageurs perdus dans la neige et rappelait aux habitants la fierté de leurs racines. Mais cette fois-ci, l'étoile avait disparu. Les villageois murmurèrent que l'étoile avait été volée par les vents du pouvoir, de sombres forces venues du lointain, pour imposer leur volonté. Sans elle, notre lumière s'éteindra, disaient les anciens. Mais personne n'osait gravir la montagne pour la retrouver, sauf une jeune fille nommée Eliane. Elle avait grandi en écoutant les contes de ses grands-parents sur les batailles des patriotes et sur la force d'un peuple uni. Nous ne pouvons pas laisser les ténèbres nous dominer, déclara-t-elle. Si personne n'agit, je partirai chercher l'étoile moi-même. Bonsoir QCO, bienvenue à toi sur le live. Point d'exclamation, bienvenue, et point d'exclamation, accueil, si vous voulez bien les mots doux. Eliane prépara un sac contenant une lanterne, un pain de ménage et une vieille carte appartenant à son arrière-grand-père. Alors qu'elle se mettait en route, une voix douce l'arrêta. « Attends-moi, dit un garçon nommé Gabriel. Ce combat n'est pas le tien. Je viens aussi. » Ensemble, ils gravirent la montagne à travers la neige et le froid mordant. En chemin, ils rencontrèrent des figures mystérieuses. Un renard sagace qui leur offrit un conseil, restez unis, car les vents divisent ceux qui marchent seuls. Le hibou blanc qui leur montra un raccourci à travers le bois. Le loup solitaire qui leur rappela que le courage ne signifiait pas l'absence de peur, mais la force de continuer malgré elle. La montée vers la lumière, c'est le nouveau chapitre. À mesure qu'ils approchaient du sommet, les vents du pouvoir devenaient plus féroces. Et ils murmuraient à leur oreille, « Pourquoi te fatiguer? Ce n'est pas toi qui changeras les choses. » Mais Eliane et Gabriel, main dans la main, répondaient, « Chaque pas compte, chaque flamme éclaire. » Au sommet, ils trouvèrent une caverne où l'étoile était enfermée dans un cristal de glace noire. Les vents tourbillonnaient tout autour, menaçant de les emporter. Eliane s'avança et dit « Vous ne pouvez pas éteindre ce qui brûle dans nos cœurs. Cette étoile est celle de notre liberté, et elle nous appartient à tous. » Les vents rugirent, mais Gabriel sortit la lanterne et ensemble, ils projetèrent la lumière sur le cristal. La chaleur de leur détermination fit fondre la glace et l'étoile jaillit, illuminant le ciel nocturne. De retour au village, Eliane et Gabriel placèrent l'étoile au sommet du clocher. Sa lumière éclatante rappela à tous que la liberté n'était pas un cadeau, mais une quête constante, nourrie par le courage et l'unité. Ce Noël-là, Liberté célébra comme jamais auparavant. Les habitants comprirent que même dans l'adversité, il avait toujours le pouvoir d'éclairer leur chemin. Et depuis ce jour, chaque année, l'étoile d'érable brille plus fort, rappelant au Québec tout entier que la lumière de l'indépendance ne s'éteindra jamais tant qu'il y aura des cœurs pour la porter. La véritable liberté naît de la résilience et de l'unicité d'un peuple qui croit
en son avenir. Très jolie histoire, je trouve, avec un sens très intéressant. Et oui, comme tu dis, waouh, très jolie histoire, vraiment magnifique. C'est pour ça que je vous ai donné le lien pour aller voir les livres, hein, si ça vous intéresse, parce que je trouve qu'il a une écriture assez légère, avec énormément de sens dans toutes ces histoires. Toutes les histoires qui sont écrites ont toutes un sens. Un coucou Noah. Toutes les histoires ont un sens et c'est ça qui est intéressant parce que vous avez des histoires, c'est des histoires sans plus. Mais là, il est dans mon lit. Mais là, ce sont des histoires qui ont un sens et je trouve ça très intéressant pour terminer le, le dernier live des histoires de Noël. J'en ai encore, hein, ne partez pas. Non, j'ai pas vu, mais ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Alors, l'histoire suivante s'appelle La Ligue des Ombres Hivernales. C'était la veille de Noël. Mais cette année, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Les rennes du Père Noël semblaient nerveux et les étoiles brillaient d'une lueur inquiète. Car dans une forteresse glaciale, nichée au sommet des montagnes du désespoir, tous les vilains hivernaux s'étaient réunis. Autour d'une table faite de glace noire, Krampus présidait la réunion, frappant du poing pour imposer le silence. À sa droite, Grilla, l'ogresse des montagnes islandaises, taillait un bâton avec des griffes acérées. Hans Trapp, vêtu de son manteau d'épouvantail, grognait en inspectant son fouet. Plus loin, Fropersta ajustait son visage hideux, tandis que Jack Frost dessinait des motifs glacés sur la table, un sourire cruel aux lèvres. « Cela fait trop longtemps que Noël nous humilie, » déclara Krampus. « Chaque année, ces enfants reçoivent des cadeaux, alors que nous sommes réduits à des légendes que personne ne prend au sérieux. » « Cette fois-ci, reprit-il, nous allons mettre fin aux dons de cadeaux une fois pour toutes. » Leur plan était audacieux. Jack recouvrirait le monde d'un hiver éternel, gelant les routes et empêchant le Père Noël de voyager. Hans effrayait les lutins pour qu'ils désertent l'atelier. Grilla capturait les enfants sages pour priver Noël de sa raison d'être. Et Perchta volait les sacs de cadeaux, les remplissant de pierres et de paille. Et pour couronner le tout, Krampus attendrait le Père Noël dans son propre traîneau pour lui tendre une embuscade. Eh bien, c'est très bien, Choupi. Mais les lutins surveillaient les étoiles. Ils avaient deviné que quelque chose se tramait. Ils alertèrent Santa Claus, qui envoya un appel magique à tous les alliés de Noël. Rudolph, avec son nez brillant, guida l'équipe. Frosty, le bonhomme de neige, armé de boules de neige enchantées, serait leur première ligne de défense. Lupo et Ombre, les compagnons de l'esprit de Noël et de l'hiver, protégeaient les enfants. La veille de Noël, les deux camps se rencontrèrent dans une vaste plaine enneigée. Jack invoqua des vents glacials
mais Snogura Gurushka répondit par une lumière douce qui réchauffa les cœurs. Gria tenta de capturer un groupe d'enfants, mais Lupo et Ombre, agiles et courageux, la repoussèrent. Hans et Frosty s'affrontèrent dans une bataille épique de fouet contre la neige, tandis que Perchta fut déjoué par un lutin malin qui transforma ses sacs de pierre en sacs remplis de guirlandes colorées. Enfin, Krampus bondit sur le Père Noël, mais Rudolph éblouit son visage, permettant à Santa Claus de l'emprisonner dans un cercle magique de clochettes dorées. Ikea. Atchoum. Quand les vilains furent vaincus, Santa Claus s'avança non pas pour punir, mais pour parler. Pourquoi tant de haine contre Noël demanda-t-il. Krampus baissa la tête. Parce que nous avons été oubliés. Les enfants ne racontent plus nos histoires et nous n'existons plus que pour effrayer. Santa Claus sourit. Et si nous intégrions aux fêtes, non comme des ennemis, mais comme des gardiens. Vous verrez à ce que les enfants comprennent la valeur des cadeaux et de la magie du partage. Après un long silence, Krampus tendit la main. Très bien, mais à une condition. Je veux au moins un biscuit chaque Noël. Les rires éclatèrent et les vilains acceptèrent leur nouveau rôle. Cette année-là, Noël devint encore plus magique. Les histoires de Krampus, Gria et Perchta furent racontées au coin du feu, rappelant à tous que la lumière de Noël brillait plus fort grâce aux ombres qui la mettaient en valeur. Vous savez, l'histoire de l'ombre et de la lumière. Et je pense que les deux autres histoires, c'est ces histoires de Brioche. Brioche est un petit chat noir. Un petit chachou, si vous préférez. Ça va, mon pipou? Ça va, chérie? Monte ton nez. Brioche. Sauf que Brioche est le nom d'un chat. Choupi. Encore un nom. Un nom féminin en plus. Tu peux le retenir dans ta liste des noms si tu veux. C'est mignon, Brioche. Cramique. C'est bon le cramique. J'en ai fait du cramique la semaine de Noël. Et là, je vais aller chercher, hier j'ai oublié, mais lundi, je vais aller chercher du sucre perlé et je vais y rajouter. On pourra pas le manger, lui. C'est grave mignon. Clafoutis. Nous voilà partis sur des noms de chats alliés à la nourriture. Tarte au sucre. C'est bon ça. Je vais peut-être en faire une de la semaine aussi. Je ne sais pas. On verra. Oui, au sucre. Ça se dit comme ça chez nous, une tarte au sucre. Oui, Malo, de marshmallow. C'est belge et nordique ça, exactement. J'ai appelé mes chinchillas Cookie et Brownie. Voilà. Oui, parce que le chat Malo. Chat Malo. Ah, moi, il est tendre comme un chamallow. Ah, mon chéri. Un petit père. Poupette. Ben, tu sais, moi, j'en ai une, elle s'appelle Mémère. Et Nancy l'appelait Papate. Parce elle a des bottes blanches à l'avant et à l'arrière.
C'est aussi un chat tigré et blanc. Brioche, la pulsion sauvage qui refuse l'inertie. Dans un monde souvent figé par la douleur et le désespoir, Brioche, ce chat noir au regard perçant, mis en scène dans le conte, incarne une force brute et indomptable, la pulsion de la vie. Plus qu'un simple personnage, il est l'allégorie vivante, une énergie sauvage qui refuse la résignation et réveille l'instinct profond d'agir et de créer, de survivre. Brioche n'est pas une figure douce ou apaisante, il n'est ni consolateur ni mentor sage, au contraire, il est direct, provocateur, parfois brutal. C'est cette brutalité qui brise l'inertie, là où Jules, son compagnon humain, s'enfonce dans la passivité. Brioche agit comme un électrochoc. Il ne ménage pas Jules, mais il le pousse à se confronter à ses propres failles. À travers ses répliques mordantes, il incarne cette pulsion extérieure qui, même dans les moments les plus sombres, refuse de céder au néant. Tu vas rester là comme un sac de viande vide. Cette phrase crue et implacable résume l'essence de Brioche, une voix intérieure qui refuse la fatalité et exige une réponse, un mouvement, un sursaut. Mais Brioche ne se limite pas à provoquer. Il oriente cette pulsion brute vers quelque chose de plus grand, la récréation. Il sait que Jules doit dépasser sa colère et sa douleur pour trouver un sens. En guidant Jules vers la cloche, Brioche transforme une énergie brute en un acte créatif. La cloche, avec son son brillant et sa symbolique collective, devient l'expression ultime de cette pulsion. Ce n'est pas un hasard si c'est Jules qui doit frapper la cloche. L'instinct de création réveillé par Brioche ne peut se réaliser que par l'action de l'homme. Quand Jules frappera la cloche, il ne sauve pas seulement le quartier, il se sauve lui-même. Brioche, en tant qu'instinct, la conduit à un moment où la création dépasse la destruction. Brioche n'est pas un guide doux ou linéaire, sa nature sauvage reflète la vérité de la pulsion de vie. Elle est désordonnée, parfois dérangeante, mais toujours puissante. Cette énergie refuse de plier aux normes ou aux attentes. Elle existe pour réveiller, bousculer et transformer. Brioche est aussi une révolte. Il s'oppose aux forces qui l'écrasent, la résignation, l'apathie, les systèmes injustes. Sa présence même est un défi lancé à l'idée que tout est joué. Là où d'autres personnages symbolisent l'espoir ou la joie, Brioche est plus radical. Il est l'acte brut, l'impulsion première qui refuse de s'éteindre. En griffant, Brioche ne se contente pas de protéger Jules. Il incarne cette révolte instinctive contre l'oppression, cette volonté de se battre. Dans un village autrefois prospère, niché au cœur d'une vallée enneigée, Noël avait perdu sa lumière. Les maisons jadis décorées de guirlandes et de rires semblaient grises et silencieuses. Depuis que les riches marchands de la région avaient racheté les terres, les habitants vivaient dans la pauvreté, endettés jusqu'au cou. Parmi eux, une fillette nommée Mélisse, à peine 10 ans, veillait sur sa mère malade. Leur maison n'était qu'une cabane aux murs fissurés, et tout ce qui leur restait était un chat nommé Brioche. Ce dernier passait son temps à dormir sur le lit de la mère, mais Mélisse avait l'impression que ses yeux brillaient d'un éclat étrange, comme s'il comprenait tout.
Une semaine avant Noël, la situation devint critique. La mère de Mélisse, trop faible pour bouger, murmura d'une voix éteinte: Va chercher de l'aide, peut-être qu'un miracle arrivera. Mélisse, bien qu'effrayée, prit son courage à deux mains et sortit dans la neige avec Brioche trottinant derrière elle. Alors qu'elle traversait la place centrale du village, elle vit un attroupement devant l'imposant manoir des marchands. Le chef, un homme gras et sournois, nommé Maître Alvar, était perché sur un estrade entouré de gardes. Cette année, annonça-t-il avec un sourire huileux, il n'y aura pas de fête. Vous me devez déjà trop d'argent. Noël est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. La foule glacée et résignée baissa les yeux, mais Mélisse, poussée par une colère qu'elle ne savait pas contenir, s'écria: Vous ne pouvez pas nous voler Noël. Alvar éclata de rire. Et que feras-tu, cette petite souris? Chanter des cantiques pour nous attendrir? Va donc. Cette nuit-là, Mélisse s'assit dans la neige près du vieux clocher abandonné du village. Brioche se blottit contre elle, mais au lieu de ronronner, il parla. Ces hommes ont volé bien plus que Noël, dit-il d'une voix grave. Mélisse sursauta. Tu parles? Brioche s'étira, indifférent à sa surprise, et dit: Écoute, enfant. Alvar n'est qu'une pièce d'un système corrompu. Mais il y a quelque chose que tu peux faire. Quoi? Demanda-t-elle. Le chat plissa les yeux. Il y a un trésor caché sous le clocher. Les anciens chants de Noël gravés sur des cloches enchantées. Et si tu les fais résonner, leur pouvoir réveillera l'espoir dans le cœur des villageois. Mélisse, bien qu'hésitante, accepta. Avec l'aide de Brioche, elle descendit dans les profondeurs du clocher où une crypte oubliée s'étendait sous la pierre. Les murs étaient recouverts d'inscriptions anciennes et au centre se trouvaient 3 cloches gigantesques recouvertes de poussière. Mais à peine s'approcha-t-elle qu'un des gardes d'Alvar surgit. « Qu'est-ce que tu fais ici, gamine ?» Mélisse recula, terrifiée, mais Brioche bondit sur le garde, griffant son visage. « Cours, Mélisse !» cria le chat. Elle saisit une vieille corde attachée aux cloches et tira de toutes ses forces. Une note grave résonna, suivie d'une mélodie étrange et puissante. Dans tout le village, les habitants s'arrêtèrent. Les sons éveillaient des souvenirs enfouis, des Noëls passés, des rires oubliés, des promesses non tenues. Même les gardes d'Alvar, touchés par les vibrations, baissèrent leurs bras. Alvar, entendant les cloches depuis son manoir, sentit une panique inexplicable monter en lui. Il se précipita vers le clocher, mais il était trop tard. Mélisse avait tiré sur toutes les cordes et une symphonie lumineuse envahissait le village. Les villageois, comme sortis d'un long sommeil, se rassemblèrent sur la place centrale. Chacun apporta ce qu'il pouvait, du pain, des chandelles, des couvertures. Ils décorèrent spontanément un grand sapin et les chants reprirent. Alvar, pris de remords ou de peur, nul ne le sait, fit marche arrière. Il offrit d'effacer les dettes, mais le village ne lui donna pas le choix. Les cloches avaient réveillé bien plus qu'un espoir. Elles avaient redonné au peuple le courage de reprendre ce qui leur appartenait. Cette année-là, Noël ne fut pas somptueux, mais il fut vrai. Et dans toutes leurs petites maisons, dans leur toute petite maison, Mélisse et sa mère, entourées par des voisins et réchauffées par une nouvelle solidarité, sûres que leur village avait retrouvé son âme. Quant à Brioche, il se contenta de ronronner, satisfait de son œuvre, et n'adressa plus
un mot à quiconque. Cette histoire fait partie donc des contes de Noël et chroniques hivernales, histoires magiques et poétiques pour illuminer vos nuits d'hiver. Je vous remets le lien. Tac, tac. Voilà. Et ce lien vous mène directement, je peux le mettre dans Discord aussi si vous voulez. Je vais le mettre dans quoi? Je vais le mettre dans vos livres, je vais vous mettre le lien. Et si vous voulez avoir le livre, eh bien voilà, moi je trouve que les contes ils sont super beaux. Après, ce n'est que quelques-uns parmi tous les livres qu'il y a, hein, voilà. Je l'ai mis donc dans vos livres, je vous ai mis le lien si jamais ça vous intéresse ou vous avez envie de les lire. Pour vous ou en live, hein, c'est comme vous voulez. Pour ceux qui font des lives, ça peut être intéressant. Je pense à Angel, par exemple, qui lit des histoires. Eh bien, peut-être que ça lui plairait. Voilà.